compositeurs sont maintenant comme des réalisateurs. Vous aurez remarqué que j'aime beaucoup la musique, et c'est le moment de parler de son rapport au cinéma. Orson Welles lui-même ayant dit accorder plus d'importance au son qu'à l'image, et Jean-Luc Godard que dans audiovisuel, audio vient en premier. L'origine de la BO, ou bande originale, est aussi vieille que le cinéma. Dès les premiers films de Dixon, en 1891, dont j'avais déjà parlé dans ma vidéo sur les SFX, qui n'était que l'assistant de Thomas Edison, dont les films étaient des expériences, le rêve d'Edison était déjà d'associer de la musique aux images. En 1892, Émile Reynaud et son théâtre optique, les premiers dessins animés de l'histoire, dont j'avais aussi parlé dans ma vidéo sur Ghibli cette fois, comprend rapidement cette idée aussi. Le silence est pesant dans les salles, et parfois prise de tête, de par le bruit du crécelle métallique, du projecteur, et la bobine qui tourne, la musique à la base étant un moyen de couvrir le dit bruit. Tu vas bientôt fermer ta gueule! Reynaud charge Gaston Paulin de composer les musiques pour ses films. Ce compositeur français est donc le premier compositeur de l'histoire du cinéma, et a créé les toutes premières musiques de films. Paulin interprétait lui-même les musiques au piano, car avant que le son ne soit intégré au film, pendant 20 ans, les musiques des premiers films étaient interprétées par un seul artiste, en général violoniste, ou pianiste, comme l'a fait le pianiste Émile Malaval, qui venait improviser pour les projections des films des Frères Lumière. Engagé justement pour couvrir le bruit du crécelle métallique, vous le savez, il suffit que je vous mette ça. Que vous vous en rendiez compte. Un petit orchestre était présent cependant dans les salles de cinéma des quartiers riches. D'ailleurs maintenant vous pouvez aller voir des films dans ce qu'on appelle des ciné-concerts, car la plupart des films sortis à partir de 92 sont en Dolby Digital. C'est ça l'option que vous voyez sur les DVD, quand c'est en 5.1 etc. Et grâce à ça on peut couper la musique, et un orchestre la joue en live. Glad you're back. So am I, dear boy. So glad. Vous aurez donc remarqué avec cette information que la musique à l'époque ne servait pas à la narration, mais juste de fond sonore. Étant en général redondante et facilement oubliable, Igor Stravinsky, le compositeur de ceci, a qualifié la musique au cinéma de papier peint. Elle ne doit pas prendre le dessus, ironique venant d'un mec qui inspirera avec cette musique. Le compositeur John Williams, qui changera toute la donne, comme je le dirai par la suite, en faisant entre autres celle-ci. Les gens s'inspirent toujours de tout. Là, les compositeurs, c'est même entre eux, comme James Newton Howard, que je soupçonne d'avoir fait un sample d'Alan Silvestri. Ou Vladimir Cosma, qui a pris cet extrait de L'aile ou la cuisse pour faire ça. Mais le plus abusé quand même c'est Koji Kondo, le mec qui a fait la musique de Mario et Zelda, et c'est limite du plagiat, ce qu'on appelle donc des samples en musique. Kondo étant un grand fan de rock underground, je vous mets juste la plus choquante, ce titre est sorti en 79, soit 6 ans avant Super Mario Bros en 85.
Et des fois il y a des inspirations marrantes, genre Je finis juste cette parenthèse sur cette comparaison. Edison développe son idée 3 ans après y avoir pensé, en 1894, grâce au kinétophone, un premier essai avec le tout premier film de l'histoire du cinéma à enregistrer le son en même temps que les images, que voici. Dixon Experimental Sound Film, Edison ayant créé un procédé pour qu'un disque avec le son du violon se lance en même temps que le projecteur, ce qui synchronisait les images. Sauf qu'avec la détérioration de la pellicule, et par conséquent le retrait de plusieurs photogrammes, entraîne une désynchro totale de l'image et du son, les travaux de restauration sur ces films ayant corrigé ces problèmes. Une expérience faite par Alice Guy en 1917, qui a eu un grand succès, avait eu pour but de rassembler plusieurs centaines d'enregistrements lancés en live pendant la projection, en coordination avec l'image. Une expérience qui a augmenté le nombre de nouvelles expériences afin d'intégrer enfin parfaitement l'image au film. Je parlais de Stravinsky, et bien la musique au cinéma, qui deviendra la musique contemporaine, la plus proche du classique. J'ai vraiment entendu des gens découvrant la musique classique me citer Hans Zimmer entre Beethoven et Camille Saint-Saëns. Celui qui a fait ça. Un compositeur classique qui a justement composé pour le film L'assassinat du duc de Guise en 1908. L'année suivante, en 1909, la société de production de Thomas Edison, Edison Studio, a édité Suggestions for Music, qui était un catalogue de musique pouvant être associé à un type d'action ou d'émotion, comme entre autres les Sam Fox Moving Picture Music de J.S. Zamechnik, qui a fait plein de trucs différents, par exemple pour des funérailles c'est celle-ci. Et pour un western, celle-là. Voilà, donc ça commençait déjà à créer un minimum d'ambiance, mais c'est pas encore ça. En parlant de western, en 1924 est inventé par Western Electric le Vitaphone, un disque accompagné de moteurs électriques synchrones, qui permettait au disque et à la bobine d'aller à la même vitesse de rotation. C'est grâce à ce procédé que sort en 1926 Don Juan, ou Don Juan, vous le prononcez comme vous voulez, considéré donc comme le premier film sonore de l'histoire, mais non parlant, et qui permit à la Warner de devenir une société importante, sans le succès de ce film pas d'Harry Potter, de Lord of the Rings ou de Dark Knight, mais le plus important reste Le Chanteur de Jazz en 1927, considéré comme le premier film parlant de l'histoire, en plus d'être sonore, genre il est vraiment connu juste pour ça, alors qu'en vrai ceux qui ont vu le film auront remarqué que le film est majoritairement muet, et que les seules paroles vraiment incluses sont un dialogue, qui est la raison pour laquelle ce film est considéré comme parlant, et les chansons rajoutées entre guillemets en playback, puisqu'enregistrées à part comme le dialogue. Blue sky, smiling at me, nothing but blue sky do I see. Oh, toto, bluebird, singing a song, nothing but little bluebird, singing along. Donc c'est pas vraiment intégré officiellement, comme aujourd'hui, sachant que le Vitaphone a eu exactement le même problème que le kinétophone d'Edison, à savoir la désynchro de par le retrait des photogrammes, dû à la détérioration de la pellicule. Du coup, vu que le film marche super bien, et qu'on comprend enfin l'importance du son, qui n'est pas encore maîtrisé par le Vitaphone, à cause de ce problème la même année, est enfin inventé le son optique. C'est-à-dire que les sons sont enfin intégrés à la pellicule du film. Fox Film Corporation crée donc le Movietone, qui photographie entre guillemets le son sur pellicule au cinéma, donc les ondes sonores, puis rajouté sur les bandes de projection, sauf qu'encore une fois, le son devient variable selon la détérioration de la pellicule. Logique. Se détériorant avec l'image et l'usure de la copie. Du coup, ça y est, l'année suivante, en 28, Radio Corporation of America, la RCA, invente le photophone commercialisé en 29, qui grâce à l'équipement du galvanomètre à miroir, permet au son de ne plus varier et de ne plus s'altérer. La piste optique et le son au cinéma étaient définitivement nés tel qu'on le connaît aujourd'hui. Et c'était pas forcément la même qualité. Pour le plus grand plaisir de Georges Valentin.
Depuis l'invention du son, Hollywood vit son âge d'or, et on voit apparaître ce domaine d'exception de la musique au cinéma, que sont les comédies musicales. Très en vogue à Bollywood également, dont c'est la principale industrie, faisant plus de films qu'à Hollywood, et sont généralement en playback. Les musicals américains, tels qu'on les connaît, viennent du théâtre, et donneront naissance à Broadway. Celle qui est considérée comme la première est The Black Rook, en 1866, de Charles Embarras, mais si on reste sur le fait que c'est du théâtre musical, les opéras et ballets, tous deux d'origine italienne, ont été créés respectivement au XVIIe et XVe siècle. Et si on remonte encore plus loin, le tournoi de Chauvency, des festivités organisées par Jacques Breutel en 1285, ont proposé un petit jeu en spectacle où les personnages d'une pièce devaient tout le temps s'exprimer en dansant et en chantant. Mais si on part sur cette base, les esclaves qui dansaient pour les pharaons aussi ont inventé la comédie musicale, donc on va rester sur Black Crook. Ça me donne juste l'occasion de vous faire écouter la plus vieille musique retrouvée à ce jour. Elle date de 1400 avant Jésus-Christ et s'intitule Hymne nurien numéro 6. La comédie musicale contemporaine a véritablement été créée par Leonard Bernstein, avec West Side Story, entrecoupant les chansons de dialogue parlé, faisant des danses de groupe couplées avec la musique. Cet aboutissement amènera à l'apogée des musicals, qui font passer celle des Français pour ça. Nous envoyez pas chez vous, on est des Français, on est des Français. Nous on dit ça c'est pour vous, on va tout faire foirer, on est des Français. Avec par la suite Cats, qui va être adapté en film, sortant en fin d'année, et c'est devenu une blague tellement c'est effrayant. Et maintenant, à Broadway, on a ça. Du coup, bon, vous connaissez la suite, c'est ce qui a été le plus important musicalement au cinéma, pendant un moment, faisant apparaître des stars comme Fred Astaire ou Jane Kelly. Disney a repris la formule narrative de Bernstein, les chansons sont devenues cultes, et ils ont fait chanter Louis Prima, Phil Collins, Sting, ou fait composer Elton John, et je parle de ça parce que des musiques de films sont devenues des succès populaires, comme la chanson de Charlot, qu'il a lui-même composée étant musicien à la base, la sitar du troisième homme. Best friend I ever had. So you're going to find me the real criminal. Sounds like one of your stories. Le Sirtaki de Zorba le Grec. Je soupçonne d'ailleurs ces musiques d'avoir inspiré Alexandre Desplat pour The Grand Budapest Hotel. Des bandes originales qui ont super bien marché en vente de disques, et c'était pas que l'époque qui faisait le succès visiblement. Ce qui a donné l'idée au prod de faire venir des artistes populaires chanter ou composer, genre Michel Polnareff qui a fait la musique de La Folie des Grandeurs, les Daft Punk de Tron 2, Pink Floyd et Magma qui ont failli faire celle du Dune de Jodorowsky, avec Mick Jagger également, qui devait jouer dedans, les Pink Floyd ayant justement eu droit à un film entier reprenant leur album The Wall, et portant donc le même titre, et pour venir chanter, bon les plus connus, c'est dans ma dernière vidéo. Les génériques de James Bond, tous ces grands noms qui ont participé à la promotion de ces films, et ont fini par inventer le vidéoclip, et faire désormais venir des réals faire des clips, comme Xavier Dolan qui a bossé pour Adele et Indochine, puisque de toute façon, il a l'habitude avec ses films, au point que si je les utilisais tous, je suis sûr à 100% que ma vidéo se fasse striker. D'ailleurs, je pense que ça va être le cas là. Les chansons populaires, créées pour des films, il y en a eu des tonnes après l'avènement du rock dans les 70s. On connaît tous les chansons de Footloose, Dirty Dancing, Top Gun, parfois plus que les films en question. Je pense à Flashdance et à La Fièvre du samedi soir avec les Bee Gees. La musique a pris le dessus sur le film, elle a participé à le faire connaître par les gens qui veulent en connaître l'origine. Sans déconner, je vous passe cette musique. Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un parmi vous, parce que je suis sûr que vous la connaissez, qui savait qu'elle venait d'un film qui s'appelait Les Chariots de Feu? En plus c'est par le même compositeur que Blade Runner, et pareil pour Bodyguard à cause de Whitney Houston, mais des fois c'est l'inverse, genre la musique de Pulp Fiction, Miss Lou, c'est un chant grec à la base. Non c'est vrai.
Du coup, cette explosion va faire apparaître des biopics sur des musiciens ou groupes de musique, comme The Doors avec Val Kilmer en Jim Morrison, ou Walk the Line, comme quoi c'était déjà la mode de prendre des titres de chansons pour en faire des titres de films, avec Joaquin Phoenix en Johnny Cash, Dalida, Gainsbourg adapté d'une BD, La Mom, NWA et Ray avec Jimmy Foxx à Django, le véritable Ray Charles ayant aussi chanté pour les Blues Brothers aux côtés d'Aretha Franklin, Amadeus sur Mozart, du regretté Milos Forman, et Beethoven sur le fameux chien qui a composé par erreur la 5e symphonie. Dis-moi, tu trouves ça marrant, sale fils de pute? Mais là, le plus gros succès, c'est Bohemian Rhapsody. Ça a lancé un nombre de projets hallucinants. Rien que cette année, on a eu une comédie musicale sur Elton John, Rocketman, avec Taron Egerton de Kingsman, qui avait déjà chanté du Elton John, Dancing, par les mecs qui ont fait Moi Moche et Méchant. Et le scénariste de Bohemian Rhapsody va en écrire un sur le couple John Lennon-Yoko Ono, produit par Yoko Ono elle-même, et par le réel de Dallas Buyers Club et Demolition. Sachant que Lennon avait déjà eu un biopic intitulé Now Here Boy, avec l'acteur de Kick-Ass et Thomas Sangster en Paul McCartney. Un autre sur Elvis Presley, qui avait déjà été joué par Michael Shannon dans Elvis et Nixon, interprété par Kevin Spacey, alors qu'il faisait House of Cards, parce qu'apparemment les deux ont été potes dans la réalité. Un film sur Johnny, évidemment, qui avait déjà chanté pour Titeuf le film, avec Jean-Jacques Goldman, et il y a eu Jean-Philippe, auquel ressemble Yesterday, sur les Beatles, et dans lequel se trouve un crossover avec Podium, sur un sosie de Clo-Clo, dans Jean-Philippe, pas Yesterday. Clo-Clo qui a lui aussi eu droit à un biopic. Madonna qui devait faire un remake de Cléo de 5 à 7, de la regrettée Agnès Varda, parce qu'elles étaient potes, et finalement ça n'a jamais eu lieu. Céline Dion part et avec Valérie Lemercier et Michel Drucker, et putain c'est déjà Camoulox niveau 100. Le pire étant clairement le futur biopic sur Bowie, dont le propre fils Duncan Jones, réal de Warcraft, a refusé de donner les droits des chansons, et va donc nous donner la même chose que le biopic sur Jimi Hendrix, qui eux non plus n'avaient pas eu les droits, et avait donc détourné ça en se concentrant sur la première partie de sa carrière, où il faisait juste des covers avant de composer ses chansons originales. Et des films musicaux comme Blinded by the Light sur un fan de Springsteen, ou Hotel Woodstock sur le fameux festival, certains chanteurs étant devenus acteurs comme David Bowie dans plusieurs films, Eminem dans 8 Miles, Lady Gaga dans Star is Born et American Horror Story, Diane Ward dans Chappie, et certains même réalisateurs comme Mr. Oiseau, de son vrai nom, Quentin Dupieux. La musique à partir de là, dans les 70s, a définitivement inspiré le cinéma et pris le dessus sur certains points. Exactement au même moment où la musique redevient importante pour la dramaturgie cinématographique et devient un élément important du film, en étant totalement révolutionné par l'influence de la musique classique. En effet, si certains réals, en voyant des comédies musicales devenues communes et légion, ont choisi le silence comme moyen dramaturgique, comme Hitchcock, malgré son compositeur fétiche Bernard Herrmann, sur la corde, excepté les génériques, et les oiseaux, excepté cette comptine intradiégétique, c'est-à-dire faisant partie du film, permettant au personnage de l'entendre comme le spectateur, ou de l'interpréter, à l'inverse d'extradiégétique que seuls les spectateurs peuvent entendre, ce qui rend le tout clipesque. Ristlety, rustlety, hey Johnny Dosselty, rusty, go quality, ristlety, rustlety, now, now, now. Hitchcock ayant pensé que l'ambiance deviendrait plus pesante et effrayante, Bernard Herrmann ayant également dans cette intention altéré électroniquement les cris des oiseaux. Un silence total choisi également par exemple par Louise Buñuel pour Belle de jour avec Catherine Deneuve, ou bien plus tard L'inconnu du lac. Le silence est désormais devenu un choix, le Dogme 95, mouvement danois lancé dans les 90s, dont les principaux représentants sont Thomas Winterberg et Lars von Trier. Vous savez, le mec qui a dit qu'il comprenait Hitler au festival de Cannes. I understand Hitler. But I think he did some wrong things, yes, absolutely. But I can see him sitting in his bunker in the end. Mouvement dont l'intention, avec l'avènement des blockbusters, est de revenir à un cinéma d'auteur simple et réaliste, leur choix étant niveau musique, de toujours utiliser de la musique intradiégétique, désir que Lars von Trier a visiblement abandonné ou voulu se débarrasser pour toujours casser les codes. Bref, en 1940, Disney sort Fantasia, désirant avec ce film faire apprendre aux enfants la musique classique et la remettre en avant en faisant une collab avec Leopold Stokowski, Leopold, un chef d'orchestre. La musique classique inspirera de nouveaux compositeurs, lorsque débutera le nouvel Hollywood, et le mec qui a tout changé, dans le domaine de la soundtrack, c'est lui. John Williams, sûrement le plus grand compositeur de l'histoire du cinéma,
puisque le compositeur fétiche de Spielberg et Lucas, qui a enfin marié la musique et la narration, ayant créé une tension dans Les Dents de la Mer, faisant du son la partie la plus importante des films d'horreur désormais, et de l'émerveillement face aux dinosaures de Jurassic Park. Les réalisateurs se trouvent désormais des compositeurs fétiches, bon vous les connaissez, hein, Nolan et Zimmer, Besson et Serra, Burton et Elfman, Zemeckis et Silvestri, Cameron et Horner, Kitano et Hisaishi, le compositeur de Ghibli, du coup je trouve marrant qu'il ait fait les musiques de ces deux films, Jacques Demy et le regretté Michel Legrand, mort cette année, Léon et Morricone, vous pensiez qu'ils en ont fait beaucoup ensemble? Eux c'est 8 fois, mais d'après vous c'est quoi le record? Là Williams et Spielberg c'est 26 fois, Francis Lai et Lelouch 35 fois, Lelouch écrivant son film en musique, du coup là il doit lui manquer, puisqu'il est mort l'an dernier, mais le record c'est 46 fois, et c'est les Chiliens, Jorge Arriagada et Raúl Ruiz. Mon accent est nul. Certains réalisateurs sont eux-mêmes compositeurs, je parlais de Chaplin qui composait tous ses films, Satyajit Ray, le réal de Charulata et le salon de musique, dont les musiques ont été utilisées par Wes Anderson dans Darjeeling Limited, puisque ces films l'ont inspiré. Ou encore Alexandre Astier, puisqu'il a fait des études de musique à la base, c'est un fan de Bach, et il a dit écrire ses films comme s'il composait une musique. Du coup c'est pour ça que ces dialogues ont un rythme parfait. Alors qu'à côté, t'en as qui se font pas chier comme Kubrick, qui veut pas s'emmerder avec un compositeur, quand il peut piocher dans le livre de droit en n'utilisant que de la musique classique, qui ne sera qu'à quelques exceptions remixées. Ou en détruisant des comédies musicales. Si on revient à James Bond, le remake de Casino Royale avec Craig est composé à 80% de musique. Au final, l'explosion de tous ces compositeurs a un peu tué le truc, et fait que la plupart des musiques maintenant se ressemblent beaucoup. De nouveaux compositeurs talentueux comme Michael Giacchino et Alexandre Desplat ont été tués dans l'œuf en ayant eu du succès qui les ont amenés à être tellement demandés que beaucoup de compositions sont devenues oubliables. Si on devait citer un mec qui a cassé les codes, après Williams ce serait l'immense Hans Zimmer, qui a innové et inventé plein de trucs comme le rajout de chœur dans l'action, et la fusion entre l'électronique et le symphonique. Tu comprends rien. Ce mélange de genres, de sonorités. C'est un visionnaire ce mec. Qui ont donné des trucs cool comme la BO de Black Panther qui mélange tribal africain et techno. Ou King Arthur qui la mélange cette fois à des chants moyenâgeux. Young man came from hunting, faint and weary. Mais le mec qui avait un potentiel de ouf, c'est Junkie XL qui a fait Mad Max 4, c'était incroyable, puis on l'a fait faire Deadpool et Terminator 6 dernièrement, et pour Deadpool il a juste choisi des bonnes musiques, mais les compositions c'était assez vite quand même. Les séries devenues cinématographiques ont désormais des meilleurs compositeurs que le cinéma, je pense à Ramin Djawadi qui a composé pour les séries HBO, donc Game of Thrones et Westworld, ou à Max Richter qui avait fait The Leftovers et qui est passé au cinéma dernièrement, faisant Ad Astra et Premier Contact. Un très bon compositeur qui nous donne de l'espoir maintenant que les studios ont fait que trop de musique a tué la musique, malgré des bonnes surprises, Hans Zimmer étant pour moi le seul encore à s'en sortir. Pour pas finir cette vidéo tristement, puisqu'on parle de musique, je profite de l'occasion pour enfin placer celle que j'ai toujours rêvé de mettre en générique de fin.